Est-ce que vous aimez bien les histoires? Ça va changer, moi je promets aucune démo technique ni rien, par contre j'aime bien raconter des histoires. Du coup, bah, je vais vous en raconter une aujourd'hui. Et puis, bah, comme toutes les bonnes histoires, elles commencent par «Il était une fois». Donc, il était une fois une chevaleresse qui cherchait une quête où prouver son adresse. Un seigneur la contacta pour rejoindre sa troupe au combat. C'était une bande de joyeux chevaliers dont chacun avait sa spécialité. Le chevalier Go sur cette quête n'était pas nouveau. Le chevalier Hardware était là avant la guerre. Le chevalier Fullstack ne manquait pas de technique d'attaque. La chevaleresse Data serait donc le nouveau membre de ce cercle-là. Son expertise était d'ailleurs recherchée, rapport à l'un des monstres qu'ils allaient affronter. Un python long de 5000 anneaux qui semblait vouloir leur peau. Chapitre 1. L'état du champ de bataille. Bon, je lâche la cape et les rimes médiévales 2 minutes parce que sinon je vais pas pouvoir vous parler technique et quand même c'est un petit peu plus sympa si on met des mots plus concrets là-dessus. Donc c'était quoi ce champ de bataille? On a un robot qui, comme tous les robots, s'appelle Nono. Et Nono, on veut afficher ses données de vie en temps réel sur un joli dashboard avec plein de graphiques très colorés qui plaisent aux clients. Donc les données de Nono, on les balance dans le cloud et on les ressort sur un dashboard. Et ce qui m'intéresse, c'est le dans le cloud. Parce qu'il y a quoi dans ce cloud? Il y a quelques 4000 lignes de code Python qui vont prendre la donnée, la transformer, lui rajouter plein de données en plus, du type plus d'infos sur Nono en lui-même, et pas juste ses données de vie à lui. Et puis qui vont balancer ça dans une base de données qui est utilisée par notre joli dashboard. Sauf qu'il y a une quête, c'est bien que tout ça, ça fonctionne pas comme on voudrait. Pourquoi cette quête? Parce que le code, il est super lourd. 4000 lignes, pas divisées. Et en plus, ces 4000 lignes, comme elles sont super bien conçues, au lieu de juste intégrer les nouvelles données de Nono au fur et à mesure, elles recalculent toutes les données de vie depuis la naissance de Nono à chaque fois qu'un nouveau message arrive. Voilà. Ça vous donne une petite idée de la lourdeur et de la lenteur de la solution. Et puis, bah, comme on recalcule plein de données sans arrêt, le cloud, les providers, ah, ils sont contents, hein, Azure, ils ont facturé, hein, ça coûte une blinde. Donc tout ça mis bout à bout, on comprend qu'il va y avoir une quête à mener. Clairement, du point de vue de la data, et peut-être pas que. Ce qui nous amène au chapitre 2, le premier combat. Notre chevaleresse data élabora un plan pour défaire le python. Concrètement, on veut optimiser le fait que le code soit lourd, que ce soit d'un point de vue exécution et d'un point de vue lisibilité. On veut éviter qu'il rejoue toutes les données toutes les 2 minutes, si c'est possible, s'il vous plaît, merci. Et puis si au passage on peut faire un peu de FinOps, ah, ça réduira ce qu'il faut mettre la main au porte-monnaie, et du coup peut-être qu'on pourra payer des devs supplémentaires avec ça pourrait être cool. Du coup, on va travailler sur ces points-là principalement. Comment est-ce qu'on va travailler? Quel est le plan d'attaque? Bon, bah déjà, 4000 lignes de code Python, on se doute qu'il va être possible de paralléliser certains traitements. Les threads ont été inventés depuis, donc on peut s'en servir, c'est fait pour. Et puis, du coup, on va découper le code, le rendre plus lisible. Comme ça, on peut faire certains traitements en même temps et les devs peuvent jouer les notebooks et peut-être même bosser ensemble sans avoir des merge requests de l'enfer à chaque fois qu'on modifie un petit truc. Bonus. On va aussi optimiser la façon dont sont importées les données. Pour le coup, cette quête-là a été menée sur Azure. Et avec Azure, il se trouve que quand on importe dans Synapse, qui était l'outil qu'on utilisait les données, c'est plus rapide d'avoir plein de mini-fichiers, des JSON de 5 kilooctets, plutôt qu'un gros JSON avec toutes les données.
Ça va dépendre de votre outil parce qu'ils sont plus ou moins faits pour certains types d'ingestion. Mais là, il se trouve qu'on avait une contrainte sur la gestion et que du coup, en se penchant un peu là-dessus, on s'est dit, hey, si on arrêtait d'agréger les données pour les avoir toutes en même temps et qu'on les balançait au fur et à mesure, peut-être qu'il arriverait à les traiter au fur et à mesure. Donc, on a fait ces petites optimisations. C'était déjà sympa. Et on a eu le droit à un coût réduit de 20% pour le prix. Donc, c'est déjà ça de prix. Et puis, un temps de traitement à 45 minutes au lieu d'1 heure. 45 minutes au lieu d'1 heure. On n'avait pas parlé de temps réel tout à l'heure? 45 minutes, c'est mieux, mais c'est pas satisfaisant. La chevalesse Data était désespérée. Le Python semblait impossible à affronter. Elle fit donc appel à quelqu'un de sa connaissance, un mage chevronné qui allait pouvoir les conseiller. Le mage eut ce mot pour les valeureux chevaliers. Si vous ne pouvez pas découper le python, peut-être pouvez-vous le contourner. Mais ne perdez pas de vue l'objectif de la quête, vous avez besoin de la dépouille de la bête. Autrement dit, traduit en modernité, trouvez un substitut au python. Si on n'arrive pas à runner nos 4000 lignes, même proprement saucissonnées, etc., c'est peut-être qu'on n'est juste pas sur le bon paradigme depuis le début. Et donc, si on parle d'Azure, il y a des équivalents sur les autres providers cloud, des outils dont je vais parler très brièvement. Nous, on utilisait Azure Synapse. Azure Synapse, c'est fait pour du traitement en batch et ça nous coûtait environ 1 000 € par mois, par environnement. Il existe sur Azure un autre outil qui s'appelle Azure Stream Analytics, qui fait du traitement en stream. Et le coût n'est estimé qu'à 100 € par stream par mois. Donc, quand bien même un Synapse serait égal à plusieurs Stream Analytics parce qu'on veut découper le traitement en plusieurs morceaux, on se doute que ça vaut quand même le coup. Et du coup, on va étudier si on pourrait pas passer du batch à du streaming. Alors, qu'est-ce que ça veut dire passer du batch au streaming? Ça veut dire faire face à plusieurs enjeux. Et il y en a un qui est quand même plutôt important dans cette affaire, c'est stateful et stateless. Qu'est-ce que c'est stateful et stateless? C'est que Nono le robot, il est allumé, puis éteint, puis allumé. Et en stateful, on sait tout ça. Quand on est stateless, Nono le robot, il est toujours allumé, puis éteint, puis allumé. Mais on connaît son état qu'à un instant T. Levez de main ici qui aime bien les manèges à sensations, type montagne russe, etc. Ouais. Ceux qui n'aiment pas, vous êtes quand même déjà montés dessus, vous voyez le concept. Alors, en fait, stateful et stateless, c'est une montagne russe. Quand vous êtes dans la montagne russe, vous avez plein d'émotions parce que vous passez de pourquoi j'ai suivi mon pote là-dedans à oh là là, qu'est-ce que je fais, je vais vomir à ouais, c'était trop bien. Vous voyez tous ces états-là qui se suivent. Et le stateless, en fait, c'est la photo pixelisée qu'on vous vend 5 € à la sortie de l'attraction, qui vous prend sur le fait à un instant T. Du coup, on sait que à ce moment-là ce qui se passe. Le stateless, c'est cette caméra. Elle ne vous voit qu'à un moment donné. Et elle n'a pas la donnée de tout ce qui s'est passé avant et de tout ce qui s'est passé après. Là où le stateful vs stateless, ça nous a posé un petit souci, c'est que, en fait, nous, il y a une donnée qui nous intéressait, c'est le temps pendant lequel Nono le robot avait été éteint. Et du coup, si on est en stateless, ce qui est le cas quand on fait du streaming, et ben en fait, on sait que si Nono le robot actuellement il est éteint ou allumé. On n'a pas d'historique de quand est-ce qu'il a été éteint ou allumé pour la dernière fois pour calculer cette donnée-là. Donc, il va falloir ruser un petit peu pour aller mettre du stateful au milieu du stateless. Et on garde cette idée de côté et on y revient. Parce qu'il y avait un deuxième enjeu, c'est que on balançait toutes les données de Nono le robot dans la base de données. Base de données qui du coup n'était peut-être pas forcément optimisée pour être affichée sur le dashboard avec les jolis graphiques, tout ça, plein de couleurs. Donc, on va pouvoir aussi réfléchir, quitte à changer le paradigme, à comment est-ce qu'on range notre bazar. On a le choix, et on va parler de 2 grands concepts de rangement qui sont la base de données et le data lake. Votre base de données, elle est dédiée à un usage précis, par exemple le dashboard tout joli avec des graphiques.
elle va être structurée, c'est-à-dire que la donnée est rangée de façon généralement lisible pour l'œil humain et très lisible pour une machine. Elle va être optimisée pour l'analyse ou le reporting. Donc, dans le cas du graphique, du dashboard avec des graphiques, on est plutôt sur du reporting. Maintenant, si demain on veut mettre ça dans un Snowflake, par exemple, ça sera pour de l'analyse, on va la travailler différemment, la donnée. Et la donnée est historisée, on sait quand est-ce qu'on l'a insérée, quand est-ce qu'on l'a modifiée, tout ça, tout ça. À l'opposé, on a le data lake, qui est l'ensemble des données d'un projet, voire de l'entreprise. Le data lake, c'est un peu le grenier de votre grand-mère. Là-bas, il y a des trucs poussiéreux, utiles, pas utiles, qui étaient marrants de jouer avec quand on était petit, d'autres dont on n'a jamais bien compris l'utilité, mais ils sont là. Voilà, le data lake, c'est pareil. On garde tout. La donnée, elle peut être non structurée, c'est-à-dire que dans un data lake, on peut aussi bien avoir des données comme du JSON que des données comme des images, de la vidéo. Toutes les données de l'entreprise, en fait, on dit qu'on veut tout garder. La donnée, elle n'est pas ou peu transformée. On la garde dans l'état dans lequel elle est arrivée dans l'entreprise, quel que soit ce biais. Et la donnée, forcément, n'est pas forcément fiable. Si on importe tout en masse, qu'on ne fait pas de tri, qu'on structure rien, on se doute qu'il y a 2 ou 3 messages, images, des trucs pas fiables qui vont passer à la trappe et qu'on va prendre. Mais ça nous intéresse. C'est le but d'un data lake. Et du coup, là, ce qu'on comprend, c'est que les données de Nono le robot, elles vont nous servir à 2 usages. On va les mettre dans le data lake, parce qu'on veut stocker cette donnée brute, elle a de la valeur, cette donnée brute pour le data lake. Et on va, dans le même temps, la raffiner pour aller la mettre dans la base de données, exprès pour le dashboard avec les jolis graphiques du client. Dans le data lake, j'ai menti. Tout n'est pas forcément pas structuré du tout. Il y a quand même des zones. On leur a mis des médailles comme des sportifs au JO, comme ça fait joli. Donc la donnée bronze, c'est la donnée brute. Nono le robot, il balance dans le data lake. On travaille rien. La donnée silver, c'est la donnée qu'on va dire validée. C'est-à-dire que les données qu'on disait non fiables tout à l'heure, qui peuvent y avoir dans le data lake, qui sont dans la zone bronze. Dans la zone silver, on va quand même vérifier que le Nono, le robot, il existe, que les types de champs qu'on lui passe, c'est pas n'importe quoi. Et cette donnée qu'on a typée, qu'on a vaguement validée, on la met dans le data lake. Et la donnée gold, c'est le caviar du data lake, c'est la donnée qu'on a enrichie. On est venu rajouter des données de référence dessus. Donc, par exemple, le matricule de Nono le robot, dans quelle usine en Espagne, à quel mètre carré exact de l'usine il se trouve, ce genre d'infos. Et une fois qu'on a fait ça, là seulement on la balance dans le data lake. Donc, si on additionne tout ce qu'on vient de dire, le côté data lake, où on va stocker la donnée à différentes étapes parce qu'elle a différentes valeurs, le côté avoir une base de données en sortie pour le dashboard, et le côté surtout stateful, stateless, on obtient un schéma. Au bout, il y a ma base de données pour le dashboard, et à l'entrée, il y a Nono le robot. Nono le robot, il va pousser dans un IoT Hub, qui est un outil Azure, qui va importer les données de Nono dans le robot dans le cloud. On va mettre ça dans un Event Hub, c'est du Kafka, mais Azure, ils l'ont rebrandé, puis ils le font payer plus cher, puisque c'est Azure. On met ça dans un storage account bronze, donc comme on a dit, directement sorti du robot, on regarde même pas ce qu'il y a dedans, paf, zone bronze. Données non typées, non valides, non fiables, juste on la stocke. Peut-être qu'un jour elle servira comme les journaux de Mickey de 2012 chez votre grand-mère. Ok? Ensuite, on transforme la donnée. Donc cette fois, on va aller regarder le typage, on va aller, alors pas encore l'enrichir, puisque enrichir c'est pour la zone gold, mais déjà on va vérifier que la donnée de Nono le robot, elle n'est pas complètement bizarre. Et une fois que ça c'est fait, on la colle en zone silver. Et après, on met un deuxième event hub, et on va vouloir la pousser dans le data lake et dans la zone gold. Et alors c'est là que ça se complique, parce que déjà, moi dans le data lake, je veux optimiser pour l'affichage sur le dashboard. Donc, je veux un condensé des messages de Nono le robot. J'ai pas besoin de savoir à quelle seconde ce qu'il est en train de faire et son mouvement. Parce que dans l'affichage, de toute façon, je calcule pas autant de données. Donc, au lieu de vouloir insérer bêtement, de rajouter des lignes à chaque nouveau message de Nono, je veux les concaténer un peu sur certains critères. Je veux pas faire de l'insert, je veux faire de l'upsert. Et pour l'upsert, Stream Analytics sait pas le faire, mais c'est pas grave. On n'a qu'à rajouter une petite Azure fonction. Donc là, c'est notre code à nous.
Et on vérifie, et avec un petit peu de .NET, on est capable de faire de l'upsert au lieu de l'insert. Et puis maintenant, on va faire une petite ruse de mage, puisque c'est le mage qui nous l'a soufflé. On va rajouter une boucle. Pourquoi cette boucle? Pour cette histoire de stateful, stateless. En fait, on a un premier flux qui est le long flux ici, qui vient pousser tous les messages de Nono le robot. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient rajouter un tout petit flux en parallèle qui enrichit le premier flux, qui tourne comme ça, indépendamment, qui n'impacte pas le long flux, qui lui vient juste regarder l'état de Nono le robot, justement éteint ou allumé, et qui va être capable, grâce à cette petite boucle en plus, de venir stocker le temps pendant lequel Nono le robot a été éteint. Parce qu'on va voir en base de données, là où on a du stateful, et on utilise ça pour faire une boucle de stateful pour réimporter l'état. Là où toute la longueur qu'il y a en dehors, c'est 100% stateful, stateless. Je me suis inversée sur les deux, désolée. Ça m'arrive souvent. En tout cas, l'idée, c'est que du coup, on a continué à paralléliser les traitements, puisqu'on a la donnée qui arrive en continu sur tout le long de la grande flèche bleue qui est ici. Elle importe en continu, et comme on n'a pas de problème de données où il y a besoin d'aller récupérer d'autres pour la comprendre, c'est vraiment du temps réel cette fois. On y est arrivé. Et grâce à cette petite boucle, en plus du temps réel, on sait le downtime de Nono le robot. Tout ça mis bout à bout, je pense que la quête, pour l'instant, elle est pas mal. On va quand même faire un petit récap, parce que bon, faut détailler tout ça. Alors, qu'est-ce que ça nous a apporté, toute cette histoire? Des coûts divisés par 2 pour chaque environnement. Concrètement, là où avant on avait un notebook Synapse de 4000 lignes, qu'après on a un petit peu saucissonné mais ça n'a pas suffi, on arrive à s'en sortir avec 3 streams seulement. En fonction évidemment du type de données qu'on utilisait. Si vous, demain, vous en aurez peut-être 20 selon si votre modification est beaucoup plus complexe que celle qu'on a été amené à faire ou pas. En tout cas, dans notre cas, ça amène quand même des coûts vraiment divisés. Donc niveau FinOps, le client était content. Après, il y a un temps de traitement qui passe de 45 minutes à moins d'1 minute. Et ça, c'est le client final, celui qui regarde le dashboard, forcément, ça lui va mieux, parce que attendre 45 minutes pour savoir que Nono, il a fait un mouvement que lui-même a constaté en réel, on se doute qu'il se demandait pourquoi il avait un dashboard. Maintenant, il le sait. Parce que grâce à ce traçage, en fait, l'objectif long terme de la quête, on va dire que ça, c'était un petit morceau de quête secondaire dedans, c'est d'être capable de faire de la maintenance préventive sur ce même robot. Et donc, en fonction de ces données en temps réel, de dire, là, peut-être que Nono, il devrait prendre rendez-vous avec son technicien parce qu'il va pas tarder à se trouver mal. Et donc, le temps réel a aussi un intérêt là-dessus, c'est qu'on est capable de dire, tiens, il commence à aller un peu vite, Nono, par rapport à ce qu'il est censé être en termes de vitesse. Là, il y a peut-être un souci. Ce qui permet, au-delà de la maintenance préventive, d'avoir des alertes sur des choses que visuellement, on va avoir du mal à constater dans une cellule d'usine. Et enfin, on a quand même un meilleur accès aux données, que ce soit pour de la manipulation, donc notamment sur le dashboard, mais aussi pour du débugage. Et ça, n'importe quelle équipe de dev vous dira, quand c'est lisible ce qu'on essaye de typer et d'afficher sur le dashboard, c'est plus pratique. Ce qu'on va retenir de toute cette quête, c'est que c'est hyper important d'analyser le besoin streaming ou batch. Ce que nous, vous noterez, on avait vraiment très mal fait avant l'arrivée de la chevaleresse data sur cette quête. Puisqu'il faut partir sur le bon outil. Alors, la conclusion, c'est pas le batch c'est nul et le streaming c'est la vie. Attention. La conclusion, c'est si vous avez besoin d'afficher des données en temps réel, le streaming, ça fait du temps réel quasiment. Alors que si vous avez besoin de faire de l'analyse de données a posteriori, le batch, là, c'est votre solution. Vous n'avez pas besoin de données en temps réel, ça vous permet de typer plus facilement et notamment, si besoin, d'avoir vos états. Attention au stateful, stateless si vous faites du streaming. Gros point d'attention qui ne se pose pas si vous faites du batch. Et dans tous les cas, c'est un peu mieux de bien ranger votre donnée pour pouvoir mieux y accéder derrière et surtout pouvoir optimiser vos affichages ou votre analyse au besoin.
Voilà, je suppose que je suis allée trop vite comme d'habitude, mais c'est pas grave. Donc moi, je m'appelle Juliette Grière, je suis ingénieure data chez Soprasteria à Annecy. Je bosse principalement sur des projets IoT avec des robots, des connecteurs électriques ou des machines textiles. Et j'adore gérer la remontée de la donnée dans toute cette chaîne. Donc j'ai décidé d'en parler dans un talk. Et j'ai fait un tremplin aussi, c'est cool. Il y en a un à Mix IT. Si jamais vous voulez vous lancer dans le talk l'année prochaine, c'est un super moyen de commencer. Voilà, voilà.